Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 26 octobre. Euh, c'est le premier jour d'une semaine de congé, donc je suis encore fort fatiguée, mais j'essaye aussi d'utiliser mon temps d'une manière chouette. Donc ici je vous retrouve, on est chez Ulysse et Corentin, vous avez Ulysse ici et Corentin là. Donc je prends soin d'eux durant l'absence de leur maman. Leur maman a dû retourner en France parce que malheureusement il y a eu un décès dans sa famille. Donc voilà, je prends soin des petits chats pendant ce moment. Le jeu que j'aimerais bien regarder avec vous aujourd'hui, c'est le Edgar Allan Poe Tarot. Il fait partie de ma sélection des jeux de cet automne. Je l'ai depuis un petit moment, mais je l'avais jamais vraiment trop regardé. Juste un peu comme ça, mais pas trop utilisé. Et ici, voilà, je me suis dit, pourquoi pas le regarder de plus près. Donc c'est un tarot de 78 cartes. Donc jusqu'à présent, tout est standard, tout est logique. Avec un livre de 288 pages. Donc c'est quand même un gros bébé. Donc il arrive dans une belle boîte comme ceci, avec le bord aimanté. Donc c'est aux éditions Llewellyn. Le coffret ici était à 32 $ américains, donc ça doit faire à peu près 25 euros, quelque chose comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui il est plus cher, puisque il a déjà quelques années. Donc avec l'inflation, ici date de 2020. Il y a eu un bruit hyper étrange. Je crois que c'est un chien dans la rue. Comme vous avez soucis. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer. Je mets un minuteur pour être sûr de ne pas l'oublier quand je repars, parce que ça c'est super dangereux pour les chats. Il ne faut jamais laisser une fenêtre aussi au battant ouverte quand on a un chat et quand on n'est pas là. C'est très 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 important. Bon, il y a des bruits chelous, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un tarot par Rose Wright et illustré par Eugène Smith. Il y a Ulysse qui vient, qui vient nous dire bonjour. Ça va mon petit cœur, tu viens te montrer à la caméra. Tu fais le timide. Petit chacha. Alors, Edgar Allan Poe et moi, c'est une grande et ancienne histoire d'amour. C'est-à-dire que j'ai lu son œuvre, peut-être pas toute son œuvre, mais j'ai lu vraiment un grand nombre de poèmes et un grand nombre de ses nouvelles. Déjà assez jeune, si je me souviens bien. En tout cas, j'ai commencé à vraiment développer un goût pour le gothique vers... quelque part, ça a toujours été là, hein, mais bon, de manière peut-être plus affirmée, plus exprimée, euh, vers, je dirais, 13-14 ans, quelque chose comme ça. J'ai toujours été passionnée par le fantastique, par les fantômes en particulier. J'ai toujours bien aimé tout ce qui était étrange et tout ce qui tourne un peu autour de la mort, hein, même si ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça m'a toujours beaucoup plu. J'aime énormément l'univers gothique. Euh, je pense que je peux dire clairement que j'y suis entrée euh, par deux choses, par la littérature et par le cinéma. Beaucoup de gens considèrent que être gothique, c'est écouter de la musique gothique. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je n'ai jamais aimé la musique gothique. C'est de la musique très ambiance et c'est pas du tout le style de musique qui me parle. J'aime énormément le look gothique, l'esthétique qui tourne autour de ça, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, architectural, dans la décoration d'intérieur. Enfin, j'aime le look gothique, ça c'est sûr et certain. Mais la musique, ça m'a jamais vraiment parlé. Enfin, non, ça m'a même carrément jamais parlé. J'aime le rock, j'aime le métal. J'aime des groupes qui ont un esthétique gothique, mais qui ne sont absolument pas gothiques. Par exemple, Nightwish, Evanescence, Within Temptation, tout ça, ça n'a rien à voir avec le gothique, même s'il y a un esthétique qui rejoint ce que le grand public pense être gothique. Mais voilà, enfin, j'écoute absolument pas de la musique gothique. Et un exemple de musique gothique, j'ai que des grands noms en tête parce que je connais vraiment rien. C'est l'heure de la folie pour les petits chats.
quelques grands noms de la musique gothique, et c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes, mais c'est genre The Cure ou Joy Division, Susie and the Banshees. Euh, voilà, ça c'est de la musique goth et ça me plaît pas du tout. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas mon kiff à moi. Euh, donc voilà, je vous dis, on peut aimer le gothique sans aimer la musique gothique. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à lancer le débat dans les commentaires. Hein. Tant qu'on est tous respectueux les uns des autres, ça ne me pose aucun souci. Mais voilà, c'est ma vision. Donc j'ai lu Edgar Allan Poe relativement jeune et plusieurs fois. Et en particulier, j'aime beaucoup son poème, je pense, le plus connu, Le Corbeau. En particulier, Edgar Allan Poe est très très beau en français puisqu'il a été traduit par Baudelaire. En tout cas, moi, les traductions que j'ai lues, c'était celle de Baudelaire et Corentin qui fait le fou. Petit cœur. J'aimerais bien voir si le livre que je suis en train de lire est bien une traduction de Baudelaire. Baudelaire est mentionné, mais il y a plusieurs autres personnes qui sont mentionnées aussi. Donc je pense qu'en fonction de l'œuvre, c'est pas la même personne qui a traduit. Je fais tout dans le désordre en fait. Donc j'aime en particulier le poème Le Corbeau. Et je l'ai étudié en entier et présenté en examen de déclamation il y a quelques années. Je ne fais plus de déclamation aujourd'hui, mais j'en ai fait pendant des années. J'ai fait encore plus de théâtre que de déclat. J'aimais énormément ça. Et j'avais adoré faire ce poème. C'est vraiment quelque chose de... Je sortais complètement des normes du cours, dans le sens où en général les gens préfèrent faire des choses rigolotes, actuelles, qui font réagir le public. Et voilà, moi je suis arrivée avec ce poème gothique écrit dans un français très littéraire. Donc moi je me suis éclatée, mais voilà, c'était conceptuel. J'ai fait aucune coupe, hein, je l'ai fait en entier, c'était génial. Enfin génial, c'était peut-être chiant d'un point de vue public, hein, mais moi j'ai adoré faire ça. Et aussi, petite, j'ai découvert le poème, je sais pas très reluisant, mais j'en ai absolument pas honte. J'ai... Qu'est-ce qui se passe là, les bébés? Tant qu'ils se font pas mal, il vaut mieux pas intervenir, parce que c'est important aussi pour eux le rapport de domination. Ils doivent régler leurs problèmes eux-mêmes. Il faut intervenir s'ils se font mal, si ça devient une vraie bagarre. Mais ils doivent régler leur compte entre eux aussi. Qu'est-ce qui se passe les poilus? Je pense que j'ai entendu Le Corbeau pour la première fois dans un épisode des Simpsons. C'était un des épisodes spécial Halloween. Bah, évidemment, c'est fait avec un décalage. Mais ça m'a montré que j'aimais énormément le ton, le sujet et le langage. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel moi je suis très sensible. J'aime l'ancienne littérature, j'aime lire quelque chose de beau. Je sais qu'il y a des gens que ça emmerde de lire quelque chose d'un peu trop ancien, un peu trop compliqué. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Et par exemple, il y a quelques années, j'ai lu Dumas et j'ai adoré. Enfin, pour moi, c'est un tel régal. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'il faut pas être concentré quand on lit. En particulier, moi, je n'ai pas fait des études littéraires, hein, j'ai fait des études scientifiques. Mais je trouve ça, c'est un ravir pour moi. 12 minutes et j'ai pas encore parlé du jeu. Tout va bien. En tout cas, j'ai sorti ce jeu, plus ou moins pour la première fois. Et je vais rien faire dans l'ordre. Hein. Ça va être une vidéo un peu what the fuck. J'ai sorti ce jeu il y a quelques jours pour la première fois. Et j'ai tiré la carte du diable en carte de présentation du jeu. Non, je raconte la merde. J'ai tiré la carte du diable en petite carte du jour. Pour, voilà, une guidance pour la journée.
Et donc dans le livret, il mentionne que cette carte fait référence au... je ne sais pas si c'est un poème ou une nouvelle, parce que je sais pas, c'est pas toujours très clair qu'est-ce qui est quoi. Comme tout est joli, bah, tout est un poème finalement. Euh, c'est là que vous voyez que je n'ai pas fait des études littéraires, malheureusement. Voilà, du coup, j'ai lu ce qu'il y avait dans le livret pour parler de cette carte, et il mentionnait que c'était une référence au poème Le Chat Noir. Comme mon mari et moi, on venait d'installer une toute nouvelle bibliothèque et de bien ranger tous nos livres, j'ai su sans aucun effort retrouver les livres d'Edgar Allan Poe. Et je me suis dit que j'allais relire Le Chat Noir. Je l'avais déjà lu plusieurs fois, ça j'en suis sûre, mais je me suis dit que c'était l'occasion de le relire. Aujourd'hui, je bois du thé. C'est du thé vert de chez Pukka au matcha. Je n'avais jamais goûté, mais c'est assez bon. Je pensais que ce serait moins bon que ça. Et ça, c'est un thermos vêtement qui vient de chez Action et qui fonctionne très très bien. J'aime bien la couleur. Donc j'ai relu Le Chat Noir et ça s'est pas très bien passé. Je sais pas si vous connaissez bien l'œuvre de Poe et je ne sais pas si vous avez en tête cette histoire, mais aujourd'hui, avec la sensibilité que j'ai aux animaux, qui a toujours été présente, mais qui est, je pense, plus forte qu'avant, aussi parce que j'ai beaucoup plus de connaissances sur le bien-être animal, sur la loi aussi, qu'il y a autour des animaux. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Parce que voilà, la maltraitance animale, c'est vraiment quelque chose pour lequel enfin, je peux plus. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment... je, je, je peux pas, tout simplement. Et en fait, ça m'a dérouté que ça ne me plaise plus, que l'œuvre, enfin, que je puisse dire, j'ai lu quelque chose d'Edgar Allan Poe et je n'ai pas aimé. Ça m'a tellement dérouté que je me suis dit, une grande œuvre classique, si on la lit et qu'on se dit, je suis pas sûre d'avoir compris ce qu'on voulait me faire comprendre, c'est qu'on on est passé à côté de quelque chose. Une grande œuvre, c'est pas juste, oh c'est bien écrit, c'est joli, il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Et je ne suis pas sûre, en ayant lu comme ça cette nouvelle, que je me suis dit, ah oui, je vois exactement ce qu'on essaye de me faire comprendre. Donc j'ai essayé de lire sur Internet différentes analyses de l'histoire. Et ça ne m'a pas convaincue non plus. Bon, après, je sais, je suppose, j'en sais rien, puisque je vous dis, j'ai pas fait ces études-là. Bon, je comprends qu'il y ait un aspect extrêmement rigoureux et technique à l'analyse, auquel je ne suis pas sensible parce que je ne possède pas les codes. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'est hyper présomptueux ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que les analyses n'allaient pas suffisamment loin. Parce qu'en lisant l'histoire, j'ai toujours eu envie de me dire, oui, mais et quoi? Elle est où la métaphore? Il est où le but de me raconter cette histoire? Et je n'ai pas trouvé de réponse dans l'analyse. Vous allez peut-être que si vous y connaissez, vous allez me dire, mais c'est pas du tout ça le but d'une analyse. Toujours est-il que moi, c'est ce que je cherchais. Donc ça m'a frustrée. Je fais tout dans le désordre, donc je ne vous ai même pas présenté le bouquin que j'ai lu. Donc je ne l'ai pas encore lu en entier, hein. Je n'ai lu que la nouvelle du Chat Noir. Donc je me suis trouvé ce très très beau livre dans la collection de Classics Collection. Donc ça ressemble à ça, hein, sur la tranche. Sur la tranche, on a une référence au Chat Noir. La couverture est comme ceci. On a un petit sphinx dans le dos. Oups. Pas oublier de fermer la fenêtre. Ça fait déjà 15 minutes. Tout va bien. C'est quelles éditions? Je crois que j'ai tout bêtement acheté ça chez Club. Donc c'est une librairie, une chaîne de librairie en Belgique. Je vous dis toujours ça comme si peut-être qu'il y en a en France et que du coup c'est évident pour tout le monde, mais je sais pas si ça existe en France. Ah, collection Les Maîtres du Fantastique. Donc je pense que c'est l'idée que c'est vendu chez les marchands de journaux et que c'est des rééditions des classiques pour inviter la nouvelle génération à s'intéresser aux vieilles choses, ce qui est très bien et c'est très chouette. Mais donc toujours est-il que j'ai pas trouvé mon compte dans les analyses
Dans le sens où, bah oui, bien sûr, c'est une histoire fantastique, mais en même temps, j'avais pas ce discours-là quand j'étais adolescente. Mais aujourd'hui, juste qu'on me dise oui, mais c'est une histoire fantastique, bah ça me suffit pas. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je vois le fantastique comme étant aussi une occasion de faire des métaphores, une occasion de parler de choses euh, différentes, d'une manière différente que ce dire autre chose que. Enfin, avoir du sous-texte, en gros. C'est ça le but. Typiquement, c'est un art. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire que c'est un art qui est plus anglophone que francophone? C'est peut-être un peu aller loin quand même. Disons, j'ai l'impression qu'on est plus. En tant que francophone, on est plus. On va moins cacher ce qu'on veut dire. On va plus dire les choses telles quelles. Et, euh, et dans la sphère anglophone, on se sert plus de l'imaginaire pour raconter autre chose. Et je me dis, si ces œuvres sont autant respectées, c'est qu'il y a forcément plein de choses à gratter en dessous de la surface, en dessous de l'histoire fantastique, qui est très chouette, d'accord, mais c'est pas que ça. C'est pas. Ça raconte autre chose, forcément. En lisant l'histoire, je me suis posé plein de questions, dans le sens où il y a des choses qui sont straight to the point. Elle va durer 1000 ans cette vidéo, et je vais aller dans tous les sens. Donc dans l'histoire, on a. C'est l'histoire d'un mec qui adore les animaux. Les animaux, c'est toute sa vie. Il partage cette passion avec son épouse. Ils ont plein d'animaux chez eux. Le mec, en particulier, le mec est super fan de son chat. Ils ont une très belle relation. Et un jour, le gars commence à avoir des pensées terribles qui lui traversent l'esprit. Il a l'idée de faire du mal à son chat, de faire du mal aux animaux en général. Ça, pour moi, déjà, c'est très intéressant parce que c'est exactement le sujet qu'on traite avec mon groupe dans la chanson It's Darker on the Inside. Je vous le mets en petit i ici. C'est vraiment l'idée, j'imagine ce qui pourrait arriver de pire. Un peu comme si c'était, je suis pas psychologue donc je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais un peu comme si c'était l'inconscient qui souffle des choses au conscient. Ce qui est évidemment atroce. Et dans cette histoire, le personnage met ça en application sous l'influence de l'alcool. Parce que, et c'est là aussi que la pertinence avec la carte du diable est vraiment forte, parce que c'est un plaisir qui s'est transformé en addiction, qui a transformé ce qu'il était fondamentalement, au point de devenir tout ce qu'il déteste en fait. Clairement c'est une tragédie, hein, c'est pas gothique pour rien. Mais donc ce mec commence à faire du mal à ses animaux, à sa femme, et il tue son chat. Puis il fait un rêve chelou. Non, il fait pas un rêve chelou, justement. Juste après ça, sa maison brûle, et la seule chose qui reste debout de sa maison, c'est un mur sur lequel est imprimé par l'effet des flammes la silhouette d'un chat. Un peu plus tard, il trouve un autre chat qui décide de ramener chez lui, mais il se rend compte qu'il déteste cet animal et plus que le détester, il en a terriblement peur. Par contre, le chat commence à être très proche de sa femme. À un moment, il se dit que, comme il déteste son chat, il veut le tuer lui aussi. Et sa femme prend la défense du chat. Donc le mec tue sa femme. Comme il se retrouve avec le corps et qu'il ne sait pas quoi en faire, eh bien, il décide de murer sa femme dans la cave. Et les jours passant, la police vient enquêter. Le chat n'était plus trouvable depuis des jours, mais le mec s'est dit qu'il s'était enfui et que c'était pas plus mal puisqu'il n'aimait pas son chat. Et au moment où la police s'en va, le mec frappe sur le mur et il y a une plainte horrible qui résonne dans le silence parce que, sans s'en rendre compte, il avait enfermé le chat à l'intérieur du mur avec le cadavre de sa femme. Et donc la police découvre le corps et évidemment le meurtrier est révélé. Dans beaucoup d'analyses, il s'attarde au fait que certains mots sont employés pour certaines choses, pour renvoyer à certaines images, ce que je comprends tout à fait. Mais je n'ai pas trouvé d'analyse qui parlait de la possibilité qu'il n'y ait pas de chat dans cette histoire.
C'est-à-dire que le chat représente simplement des choses abstraites, que ce soit la culpabilité du mec, ou son inconscient, ou un esprit qui protège la maison et sa femme. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de logique. Si le mec et sa femme partagent cet amour des animaux, c'est pas du tout logique qu'elles ne réagissent pas quand ils commencent à faire du mal à tous les animaux de la maison dans un premier temps, qu'elles ne réagissent pas quand il fait du mal au chat, quand il le tue. Autant c'est logique qu'elles défendent le chat à la fin et du coup qu'ils s'en prennent à elle. Bon, c'est très triste, hein, mais ça, à la limite, je trouve ça logique. Mais du coup, ça me fait vraiment me poser la question, est-ce qu'il y avait un chat dans la première partie du livre ou non? Est-ce que le chat représente quelque chose d'autre? C'est peut-être. Il y a la possibilité que c'est juste que je n'accepte pas l'idée qu'on fasse du mal à un chat et donc je me dis non, non, mais il n'y a pas vraiment de chat. C'est juste que ça représente quelque chose. C'est tout à fait possible. Et si ça me permet de mieux dormir, j'ai envie de dire, ben, on va rester sur cette hypothèse. Mais voilà, j'ai trouvé aucune analyse qui parle de la possibilité qu'il y a absolument pas de chat et que c'est simplement une analogie de la folie euh, qui s'empare du gars et qui fait qu'il devient tout ce qu'il déteste. Toujours est-il que ça m'a pas mal remué parce que je m'attendais pas à lire du Edgar Allan Poe et à ne pas ou plus aimer. Après, je pense que je vais quand même relire les autres histoires qui sont présentes dans ce livre parce que, parce que j'ai pas envie de rester sur cette note-là. Voilà, vous allez me dire aussi, oui, mais bon, la maltraitance animale, c'est une autre époque. C'est sûr qu'il y a énormément d'améliorations qui ont été faites ces dernières années. C'est vrai que ça date, hein, c'est pas Edgar Allan Poe, c'est pas hier. Et en soi, allez, le respect qu'on a pour les animaux dans nos pays n'est pas non plus le même que dans plein d'autres régions du monde. Donc on a vraiment une vision, je pense qu'on a une vision, enfin j'ai une vision privilégiée à ce niveau-là. Toujours est-il que je vais continuer à lire parce que j'ai pas envie de rester sur cette note aussi négative. Après, peut-être que ma conclusion, ce sera, bah ok, je n'aime plus Edgar Allan Poe. Ce serait très étrange, mais je suis prête à admettre cette idée parce que bah voilà, j'ai envie d'être droite dans mes convictions aussi. Mais je pense pas que les autres histoires parlent de ça. Et en soi, le personnage, dans l'histoire, il considère que ce qu'il fait est atroce et il en a honte. Et c'est pour ça qu'il l'écrit. Mais oui, c'est un plaidoyer de la folie, mais j'avais pas envie qu'on touche au chat, tout simplement. Euh, mais donc voilà, en fait, du coup, je me sens mal à l'aise avec l'auteur et par conséquent, je me sens mal à l'aise avec le tarot. Du coup, je sais pas pourquoi je tourne cette vidéo, mais voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va les poilus? Les petits poils-poils? Les petits cœurs. Donc je pense qu'il faut que je continue à lire pour, bah, soit pour me réconcilier avec l'auteur, soit pour me rendre compte que, voilà, que ça appartient à mon passé et que je ne l'aime plus. La suite dans un autre épisode. Euh, Bah, du coup, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de vous faire une review en étant dans un état d'esprit un peu entre deux, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses très 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 positives sur les réseaux et bah voilà, il y a des moments où les choses se passent pas bien et je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi. Quand on ouvre le coffret, donc on a une série des cartes qui sont présentées ici. Donc on a le livre. Il y a un petit ruban pour permettre de prendre plus facilement les cartes et le livre. Ruban en satin noir. Ce tarot existe en français, mais moi je l'ai en anglais. Je pense que je l'avais acheté sur Vinted, si je me souviens bien. Les pages sont collées. Et j'ai cru comprendre en regardant d'autres vidéos que le livre était quand même un peu fragile. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le malmener. Je vais refermer la fenêtre. Si j'ai rien compris au livre, à l'histoire, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi, ça m'intéresse d'en apprendre, donc peut-être que mon analyse elle est pourrie. Le livre est très joli, hein. On a des pages en papier glacé, euh, des grandes représentations des cartes en pleine page, en couleur,
Et à aucun moment les pages ne sont blanches. C'est-à-dire que même là où il y a le texte, c'est un effet jauni. Ce qui est un peu dommage en l'ayant en anglais, c'est que bah, s'il y a vraiment des références, des tournures de phrases qui rappellent l'œuvre, bah, vu que moi je le lis en français, je passerai un peu à côté. Donc je pense que c'est un tarot, ça vaudrait la peine de le trouver en français. Donc ici on commence avec une présentation de l'auteur et de l'illustrateur. On a une petite introduction qui explique un peu ce que c'est la guidance, quels sont les différents types de cartes. Ensuite, on a comment lire les cartes. Ça vous prend assez bien par la main, hein. L'idée de choix, donc que les cartes ne guident pas notre chemin à notre place. Mélanger les cartes inversées, les majeurs, les mineurs, les cartes de cours, choisir un tirage, enfin un étalement. Voilà, il y a plein d'infos intéressantes. Ensuite, on commence les majeurs avec le fou, le magicien, le fou en 0, le magicien. Donc c'est évidemment un type Rider-Waite avec les noms du Rider-Waite et des mineurs illustrés par des scènes de vie. L'illustration est remise dans son contexte, donc on explique de quelle œuvre ça vient, à quoi ça fait référence. Ce qui est chouette parce que du coup, bah, si vous avez envie d'aller relire l'œuvre, bah, c'est intéressant, c'est ce que j'ai fait. Alors ensuite, on a le Into the Maelstrom, qui est plutôt une proposition d'interprétation un peu potentiellement plus divinatoire, mais plus, on rejoint plus des interprétations classiques du tarot, avec des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Les mineurs, qui sont par suite. Ensuite, on a une série de tirages. Donc, tirage basique à une carte, à 3 cartes. Ensuite, on a l'éventail en 5 cartes. Un tirage oui-non en 5 cartes. En 5 cartes également. Qu'est-ce que c'est que ce petit chat qui fait ses griffes? Donc en 5 cartes également, donc le tirage du corbeau. En 4 cartes, bonjour Corentin. Le tirage du cœur révélateur, hein, je pense qu'on va dire ça comme ça. En 3 cartes, The Dream Within a Dream, donc le rêve à travers le rêve. Et en 7 cartes, le portrait ovale. C'est pas fini. Ensuite, le tirage de la pierre tombale et des conclusions. Et ensuite, ça c'est chouette, vous avez une liste de tout ce qui a été utilisé, donc des œuvres de Poe qui ont été citées dans l'ouvrage, si vous voulez les retrouver. Évidemment, ici, moi j'ai les références en anglais. Coucou mon doudou. Ça va Corentin? Tu montres ton pet? C'est très bien. Voilà pour le livre. Personnellement, donc, comme je vous disais, ça fait très longtemps que je n'ai plus lu l'œuvre de Poe. Donc, j'en ai un souvenir très partiel. Je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les cartes dans les moindres détails. Ici, le but de la vidéo, c'est plus de vraiment montrer à quoi ressemble le jeu. À l'intérieur du coffret, ici, dedans, en dessous des cartes, on a le scarabée d'or. Donc, les cartes ont une taille standard, classique de tarot. Le dos est réversible avec le corbeau qui tient un œil. Les tranches sont neutres et j'ai prévu de les faire en bleu foncé. C'est le même marqueur que celui que j'avais utilisé pour le tarot exilé, je ne sais pas comment on dit. Donc un Stadler qui vient d'un assortiment de plein de marqueurs. C'est celui qui avait l'air d'aller le mieux avec la bordure bleue qu'il y a ici. D'un point de vue qualité, c'est des cartes assez souples. Oui, qui reprennent assez bien leur forme. Je pense que bon, si on les shuffle trop dans un sens, ben, on les shuffle une fois dans l'autre sens et ça devrait aller. Ce sont des cartes avec un fini brillant, qui glissent très bien, qui sont faciles à étaler.
Voilà. Je me suis mis ici parce que je voulais avoir quand même un minimum de lumière. Le jeu n'est pas dans l'ordre puisque je l'ai déjà un petit peu utilisé. Et, les noms des arcanes sont marqués ici dans une sorte de... comme une plaque dorée. C'est pas brillant dans le sens où c'est pas une autre matière, mais ils ont vraiment essayé de donner l'effet d'une plaque dorée. Donc ici on a le... Est-ce que je n'essayerais pas de vous montrer? On va essayer un truc. Comme ça? Ouais, il y a moyen. Donc le 5 de bâton, le chariot, qui est plutôt surprenant, l'as de pentacle avec le scarabée d'or, le page d'épée. Ça me fait penser à... Vous allez me dire que j'ai pas des références très poussées, mais ça me fait penser à l'épisode de Doctor Who avec les anges pleureurs. Le 5 d'épée. Je trouve que les couleurs, le hiérophante, les dessins sont beaux, en tout cas ils me plaisent, mais je trouve les couleurs étonnantes. Donc ici c'est le 6 d'épée. C'est très, très flashy en fait. Je me serais attendue, ça c'est la tour, je me serais attendue à quelque chose de beaucoup plus ancien. Ça fait très moderne en fait finalement comme colorisation. Le page de bâton. Le roi de bâton. Je pense que j'aurais préféré, ici c'est la mort évidemment, j'aurais préféré, si on m'avait demandé mon avis, mais tout le monde s'en fout de mon avis, j'aurais préféré avoir des couleurs plus anciennes, un jeu moins moderne, plus ancré dans l'époque qu'il est censé dépeindre que, qu'un jeu flashy. Après, je dis flashy, mais peut-être pas spécialement flashy, mais vous voyez, c'est joli. Hein. On voit qu'on essaye de figurer la nuit avec quand même un bel éclairage. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas complètement. 5 de coupe, évidemment. Le roi de bâton. Le 10 de coupe. Le 8 d'épée. L'étoile. Le chevalier de denier. Les amoureux. En fait, je me rends compte que je pense vraiment qu'il faut que je relise l'œuvre complète parce que les cartes qui font référence à des choses que je connais bien et que j'ai relues récemment, je les comprends bien. Vous allez me dire, bah, c'est un peu obvious hein, ce que tu es en train de dire. Si tu connais pas un sujet, tu sais pas vrai si un tarot. Et ça, par exemple, c'est une des nouvelles qui m'avait vraiment marqué, le Maelstrom. Ça m'est toujours resté. Et même dans la littérature, dans l'art populaire, à chaque fois qu'il y a une référence au Maelstrom, je le vois, je le ressens et ça me plaît. Mais voilà, je pense juste il faut que je me replonge dans l'œuvre de manière générale. Mais oui, c'est curieux. En fait, oui, ça aussi, je m'en souviens, avec le cœur qui bat dans le plancher. Tout ça,
ce dont je me souviens, je comprends l'idée. Et en effet, pour le 3DP, enfin, c'est tout à fait logique avec aussi cette notion de bah, ce côté extrêmement, extrêmement gothique des sentiments qui sont exacerbés, qui sont ingérables, qui sont tellement plus grands que nous. Et bah, c'est ça le 3DP en fait. Donc, je pense que en vrai, je pense que le tarot est vraiment bien. Le 8 de coupe, le 2 de coupe, mais le 5 de pentacle. Ouais, je pense faut que j'accepte qu'il faut que je me replonge dans l'œuvre. La reine de pentacle, le battleur, le 7 de denier, le 8 de pentacle. Je ne sais pas si ça fait référence à une chose en particulier, mais moi en tant qu'auteur, je n'aurais jamais, je n'aurais jamais osé me mettre en 8 de pentacle en train d'écrire. Après, je suis pas Edgar Allan Poe non plus. Le 6 de denier. Je dis une fois denier, une fois pentacle. Hein. L'empereur. Ça, c'est des illustrations qu'ils ont choisies pour la couverture. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. C'est rigolo, dans chacune des coupes, on voit des références à différentes œuvres. La papesse. On l'a pas déjà eu, la papesse? J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu. Ah non, c'était le chariot. Bah, c'est la même personne, mais... Je l'ai vu. Non, je l'ai vu dans le bouquin. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est la vidéo la moins intéressante du monde. La reine d'épée. On voit qu'elle a été blessée au cou. Le roi de coupe. Le 3 de coupe. Le page de coupe. Le 8 d'épée. L'as d'épée. Le chevalier de coupe. Le 9 de denier. Le 9 de coupe. Le 7 d'épée. Le 3 de denier. On voit que, par exemple, dans le cadre des deniers, on a tout le temps la référence au scarabée d'or. Est-ce que toute la suite est en référence au scarabée? Ben, vous remarquerez que cette vidéo n'est pas du tout préparée. Hein. Je me pose des questions en direct au lieu d'avoir... Ouais, il y a le scarabée sur chacune des cartes des suites des deniers, de la suite des deniers. La reine de coupe. Le 4 de pentacle. Le 2 de denier. Je dis une fois denier, une fois pentacle, ça n'a aucun sens. Le soleil. La roue de fortune. La force. Le fou. L'ermite. Le 4 d'épée. Le pendu. Le tyran. Le 10 d'épée. Le page de denier. Le roi de denier. Le 10 de denier. L'as de bâton. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations. Je regrette simplement
qui est un traitement aussi moderne. Et je pense que j'ai l'impression, je ne sais pas comment ça a été fait, mais j'ai l'impression que l'un des problèmes, c'est que la colorimétrie a été faite sur ordinateur et que ça se sent. Qu'il aurait mieux valu avoir quelque chose de plus manuel, de plus organique, que ça aurait mieux collé au style du tarot. Le monde, la justice, le 9 d'épée et le diable pour le chat noir. Mais du coup, pour moi, le diable, clairement, cette carte est très pertinente, mais je ne suis pas sûre de la comprendre, dans le sens où, pour moi, l'intérêt le lien avec le diable, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait le chat en se cachant dans le faux mur pour faire inculper le meurtrier. Pour moi, l'aspect du diable, c'est plutôt justement soit le fait que le meurtrier boive jusqu'à se transformer, perdre tout ce qui était important pour lui. Après, oui, il y a la notion de ce qu'il fait à sa femme, mais avec l'idée, dès que l'idée lui traverse l'esprit, alors il doit le mettre en place, l'appliquer, mais je ne sais pas. Je suis extrêmement dubitative et très perturbée. Je vous propose de tirer une carte et de voir ce que raconte le livret pour voir si ça m'évoque, si ça réveille d'autres souvenirs. À force de faire le shuffle, les cartes plient un petit peu, donc je vais une fois le faire dans l'autre sens. Le pendu, c'est une excellente idée parce que on en a deux. Le pendu et le roi de bâton. Donc, le pendu. Donc, c'est une référence à l'histoire le puits et le pendule, dans laquelle l'Inquisition espagnole condamne le personnage à mort. Donc, il est enchaîné dans un puits sombre rempli de rats, et il y a un pendule avec une hache acérée qui se balance et menace de le couper en morceaux à tout moment. Alors, dans le livret, ils expliquent aussi le choix des couleurs. Par exemple, le bleu pour les yeux, je vois absolument pas que les yeux sont bleus, admettons. Le bleu symbolise l'émotion, le rouge, la soif de vivre, et la couleur jaune, vert du pantalon, l'intelligence et la capacité à résoudre les problèmes. Je comprends qu'on choisisse ce genre de choses au moment où on fait les couleurs. Après, quand on l'explique comme ça, je trouve que ça a toujours l'air un peu nouillu. Mais bon, après, ça aide à se souvenir. Donc, pourquoi pas. Moi, ça ne me parle pas, mais je comprends l'intérêt. Donc, l'idée, c'est que le personnage va se blesser intentionnellement pour attirer les rats, pour qu'ils grignotent les cordes et le libèrent. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter ces activités, de faire une pause pour y voir plus clair. Alors, les positions, donc les mots-clés en position droite, donc c'est donc se rendre, faire une pause, suspension, le temps suspendu, le sacrifice, l'enfermement et la réflexion. En position inversée, stalling, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous le mettrai en dessous, l'indécision, le retard, la résistance et la peur. Et alors, le roi de bâton, donc ça vient du meurtre de la rue Morgue. Donc c'est une histoire dans laquelle Auguste Dupin, Auguste c'est le nom de mon filleul, mène l'enquête au sujet du meurtre sordide de deux femmes. Donc leur appartement a été saccagé, mais la porte est verrouillée de l'intérieur.
Dupin trouve des cheveux ou des poils, mais qui ne sont pas humains. Blablabla, il mène l'enquête et il trouve que le meurtrier est un orang-outan qui a rampaged, je suppose, qui s'est inséré dans la cheminée peut-être, jusque dans l'appartement. L'orang-outan brandit une chandelle. Euh, c'est bien, je mets les cartes pour moi et pas pour vous. Brandit une chandelle en symbole de l'élément de sa suite. Donc le fait que le feu ait consumé l'appartement représente la passion et l'impulsivité. Donc le chevalier de... J'ai dit le roi, non, bah c'est le chevalier. Le chevalier de bâton pousse à l'action. On a finalisé les détails de notre plan, maintenant il est temps d'y aller. On a l'enthousiasme, l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Il faut prendre des risques stratégiques. Voilà, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, qu'on est prêt en fait. En position droite, donc c'est beaucoup d'énergie, la passion, l'impulsion, le voyage, l'aventure, le déménagement, l'enthousiasme, l'action, le progrès et l'inspiration. Et en position inversée, l'inconscience, le retard, l'énergie dispersée, le chaos, le stress, la frustration et la colère. Voilà, je vais vous reprendre de face. Je suis perdue. Je suis perdue avec ce tarot parce que j'ai pas envie de lui tourner le dos parce que j'ai tellement de souvenirs, plein d'affections avec l'œuvre de Poe que j'ai pas envie de dire que j'aime pas. Mais là pour le moment, je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas bien par rapport à ce que j'ai lu. Donc ouais, je pense que je vais essayer de continuer à lire pour voir si je me sens mieux avec les autres histoires. Et voilà, peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo, je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo est intéressante. J'en suis pas sûre du tout vu que j'avais absolument rien à dire sur les cartes. Mais toujours est-il que si vous arrivez jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à dire si vous avez ce tarot et ce que vous en pensez par rapport à votre connaissance de l'œuvre. Et si vous avez relu les œuvres récemment, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Je sais qu'il y a aussi un film sur Netflix de Pale Blue Eye, je sais si c'est au singulier ou au pluriel, et je sais pas si c'est un film ou une série, je crois que c'est un film. Peut-être qu'il faut que je le regarde, mais je pense que, je veux pas l'admettre, hein, mais le fait que ce soit d'une autre époque fait que forcément la vision des animaux n'est plus en adéquation avec ma vision actuelle. Voilà, je sais pas comment je me sens par rapport à tout ça. Je vais vous laisser ici parce que j'ai plus grand chose à dire. J'espère qu'il y aura une suite à cette vidéo. J'espère que je pourrai vous dire que j'ai continué à lire et que j'aime quand même le reste de ce que j'ai lu. Mais j'en suis pas sûre. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.